Bonsoir à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, un petit peu. Voilà, comme ça c'est mieux. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être si nombreux ce soir au Théâtre de l'Œuvre. On est donc très heureux de vous recevoir pour ce débat qui, je pense, tient à cœur à beaucoup de personnes présentes ici. On va commencer très simplement par une prise de parole de Yves Milot et Hervé Trémaud, qui sont les personnes avec qui on a co-organisé ce débat. Ce n'est pas le premier débat qu'on fait au Théâtre de l'Œuvre depuis maintenant plusieurs mois. Et en l'occurrence, ce débat en particulier, on l'a coproduit. C'est sur une proposition du Théâtre de l'Œuvre. Et donc, c'est pour ça que je laisse la parole à Yves et Hervé pour une petite introduction sur le débat de ce soir. Merci. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Ce qui me paraissait important de reposer, c'était pourquoi accueillir ce genre de débat dans un lieu culturel. C'est que la culture qu'on porte ici au Théâtre de l'Œuvre, c'est justement une culture qui impacte son territoire, qui impacte les habitants, qui impacte les acteurs. Et on est dans une co-construction, et c'est l'histoire un petit peu de cette association La Paix qui remonte à 1930. Vous allez revoir le détail sur notre site internet. Mais c'est une association qui a toujours travaillé main dans la main avec les institutions, les collectivités, et qui se trouve à cet endroit justement de la rencontre, de la co-construction, de la rencontre des cultures, de la rencontre des points de vue, de la rencontre des missions de chacun. Et je tiens vraiment à remercier évidemment les représentants de collectivités, les élus qui sont là, les représentants de l'État, nous tous, vous tous, qui sont acteurs associatifs. Et je trouve que la mobilisation de ce soir, effectivement, montre notre croyance dans l'intelligence collective, dans la confrontation des points de vue, même s'il y aura peut-être des petits moments d'inconfort, mais on ressort plus vivant de ces confrontations, on a une meilleure connaissance du terrain. Et voilà, c'est ce qu'on souhaitait encourager. Et comme également dans les encouragements, on nous encourage à augmenter notre part d'autofinancement. Vous pourrez, si vous le souhaitez, voilà, je vois certains qui nous applaudissent déjà, merci, vous aurez un petit chapeau à la sortie pour mettre ce que vous pouvez pour le théâtre. Voilà, merci, bonne soirée à tous, je laisse Hervé contextualiser un petit peu le cheminement qui a prévalu à cette rencontre. Merci Yves, bonsoir tout le monde, et merci également, vous êtes très nombreux, ça fait vraiment plaisir. Effectivement, alors moi, Hervé Trémaud, je suis responsable de l'association Destination Famille, association de quartier à Noailles. Et si nous sommes ici ce soir, c'est parce que il y a un an, quand l'annonce de la diminution des contrats aidés a été entendue par les associations, je ne vous cache pas qu'il a soufflé un léger vent de panique. Donc nous nous sommes dit avec Yves à la sortie d'une réunion, on va peut-être proposer à d'autres acteurs là, de nous rejoindre et de réfléchir ensemble à ce que l'on peut faire. On s'est réunis, on s'est retrouvés très nombreux évidemment à la première réunion, un peu moins à la deuxième, encore un peu moins à la troisième, mais le vent de panique évidemment s'est estompé, quoi, on va dire, mais certains acteurs ont souhaité quand même pouvoir continuer à se réunir, quoi. Non pas pour faire pour développer une posture syndicale ou politique, vraiment dans l'idée de réfléchir ensemble à l'évolution de l'analyse des politiques publiques en lien avec la vie associative et à l'évolution des rapports entre institutions et associations, quoi. La singularité de ce collectif, c'est justement de réunir des acteurs associatifs, mais également des agents d'institutions. Ça nous permet de cheminer ensemble, ça nous permet aussi d'apprendre à décrypter les mots qu'utilisent les uns et les autres. On est vraiment dans un processus d'acculturation tous ensemble. Ça donne lieu à des débats très intéressants. On a pu, par exemple, confronter nos idées sur l'intérêt général et l'utilité sociale. En quoi l'utilité sociale des associations pouvait, par exemple, permettre de redéfinir et recomposer l'intérêt général et de se dire que peut-être l'intérêt général aujourd'hui n'est pas seulement dans les mains de l'État en termes de définition et de protection, de défense de l'intérêt général, mais peut-être que les associations, évidemment, avaient leur rôle à jouer là-dedans. On s'est dit aussi que nous aimerions bien pouvoir confronter nos idées avec une salle, un public et des représentants d'institutions, une personne du collectif des associations citoyennes, des représentants d'associations, quoi.
On a proposé donc cette idée à Mars Actu. Mars Actu avait travaillé déjà sur ce sujet d'associations en difficulté depuis l'année dernière. Ils nous ont dit banco, on y va, quoi. Et voilà, on a construit ensemble cette soirée et j'espère que nous allons pouvoir assister à de stimulants échanges. Merci beaucoup. Merci. Donc alors, pour introduire un petit peu à notre tour, bon alors déjà je ne sais pas si tout le monde connaît Mars Actu ici, j'imagine une partie, peut-être pas tout le monde. Donc Mars Actu est un journal indépendant, en ligne, détenu par ces journalistes. On fait de l'investigation, de l'actualité sur Marseille, sur le département et donc de façon indépendante. Et c'est pour ça qu'on peut aussi, créer des soirées et des synergies comme celle-là. Donc sur ce débat, c'est pour prolonger ce que disait Hervé, on avait eu le souhait de faire quelque chose de construit, qui ne soit pas seulement un recueil de doléances. Je pense que j'en parlais avec certains avant, c'est plus vraiment... il y a un besoin aussi d'échanger un peu plus loin. Et nous, c'est vrai, comme le disait Hervé, que des associations qui vont mal, on chronique ça tous les mois, et pas seulement depuis un an, depuis très longtemps. Donc vous avez quelques exemples d'articles qu'on a pu faire ces derniers mois. Et on avait aussi ce besoin de se dire, bon, prenons un peu de recul, qu'est-ce qui ne va pas, quelles sont les difficultés. Et donc on s'est dit, on veut, avec le collectif d'associations, on veut un débat construit. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait un vrai dialogue. Et donc on a invité les collectivités, leurs représentantes en l'occurrence, puisqu'on remercie vraiment Marie-Emmanuelle Assidon, qui est donc préfète déléguée pour l'égalité des chances, ainsi que Arlette Fructus, qui est élue à la métropole, à la ville et aussi par ailleurs à la région d'être présentes ce soir. Elles pourront du coup échanger avec la salle et on espère que ça va faire des échanges constructifs et que vous en sortirez satisfaits ou en tout cas intéressés. Voilà, donc on a hésité sur le titre de la soirée et on a dit association état d'urgence. Voilà, on va essayer de décrire ces urgences et puis de voir quelles voies, quelles solutions et quels débats sont en cours. Voilà, donc on va évidemment parler des emplois aidés, de la raréfaction des aides publiques, des projets qui ont remplacé les subventions, toutes sortes de sujets que j'imagine vous connaissez bien. Et donc on vous attend aussi évidemment pour la partie débat avec la salle qui aura lieu à la fin, après le deuxième temps de débat. Donc voilà, pour récapituler le déroulé, on aura dans une première partie Julien Vincent qui va nous faire un décryptage chiffré de la situation. Et ensuite, on aura un petit temps de témoignage avec deux associations. Et enfin, le débat donc, avec les représentants des collectivités et deux représentants d'associations. Et enfin, le dialogue avec la salle. Donc, je laisse tout de suite la parole à Julien qui a publié ce matin sur Mars Actu, justement, un article data, comme on dit, c'est-à-dire basé sur des données chiffrées qu'il allait chercher dans les recoins des sites internet des collectivités pour voir un petit peu cette crise des associations au niveau local, comment elle se concrétise, et au niveau des chiffres, qu'est-ce qui se passe vraiment. Voilà. Merci Lisa et bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, moi je suis là pour l'état des lieux chiffré. Je ne prétendrai pas dresser l'état des lieux du secteur associatif, de ses mutations, de ses évolutions, de ses difficultés, de ses espoirs. Voilà, on part sur des chiffres et on ne va pas tourner autour du pot parce qu'on est là pour se dire les choses ce soir. Et puis de toute façon, ce que je vais vous dire ne va pas vous surprendre. La baisse des subventions, tout le monde en a entendu parler, on en parle, elle est là. Voilà. Donc entre 2015 et 2017, les budgets des trois grandes collectivités, les subventions aux associations distribuées par les trois grandes collectivités, ont chuté de 27 millions d'euros. Ça fait à peu près moins 10%, moins 9%, avec des différences suivant les collectivités. On le voit, c'est notamment la région en rouge où il y a eu une très forte baisse directement, aussi au département, et puis ça s'est stabilisé. Et on voit en bleu plus clair la ville de Marseille
avec une relative stabilité, on en reparlera. Bon, il faut faire attention quand même au périmètre, parce qu'ici on est à Marseille. La région, par exemple, distribue des subventions sur toute la région, d'Arles à Nice. J'ai pas isolé, et c'est très compliqué de le faire, j'ai pas isolé les subventions distribuées à Marseille ou dans les Bouches-du-Rhône. Idem pour le département, et la ville, elle, ne distribue principalement, bien entendu, que sur la ville de Marseille. Alors là, comme ça, posé en graphique, avec des barres bien nettes, ça paraît très simple, et puis ça vient confirmer aussi peut-être ce qu'on pressentait. Il faut savoir quand même que pour arriver à avoir ce chiffre, je ne sais pas si vous l'aviez vous, mais moi en tout cas il m'a fallu des heures de travail et un peu de persévérance, parce que ce chiffre, il n'est pas si facilement accessible. Pour l'illustrer, je n'ai pas résisté à un clin d'œil. Vous avez là la plaquette de communication de la région, les 2 premières pages sur son budget. J'ai fait une petite recherche, je ne sais pas si on le voit, il y a la recherche association, avec le petit bonhomme qui est un peu déçu, parce qu'il m'informe que association n'apparaît pas dans cette plaquette de communication sur le budget de la région. C'est-à-dire que voilà, les associations n'apparaissent pas. Pour la région, on parle d'économie, on parle d'éducation, on parle de transport, on parle de social. Voilà, les politiques de la région, les associations, elles sont dedans. Voilà. Les associations ne sont pas une politique en soi, elles contribuent à la politique de la région, donc il n'y a pas quelque part dans le budget de la région, de manière affichée, marquée, voilà, on a distribué cette année tant aux associations. Voilà. C'est à peu près pareil pour le conseil départemental, avec une petite variation. Voilà, les associations ont leur ligne dans le budget du conseil départemental, ça s'appelle Vie associative. C'est Solange Biaggi, adjointe au maire par ailleurs, qui en est chargée. Mais c'est une ligne en trompe-l'œil, puisque, on ne le voit pas bien sur le tableau, mais grosso modo c'est 10 millions d'euros par an. C'est un dixième de ce que le département distribue aux associations chaque année. Le reste est là encore réparti entre la culture, les sports, l'insertion. Donc dans chaque délégation, chaque vice-président gère ses subventions aux associations. Voilà. Tout ça pour dire, au-delà de l'affichage politique, qu'il est très difficile de produire ce chiffre. Pour la petite histoire, moi, comment j'ai fait, j'ai dû reprendre le listing complet, plusieurs centaines de pages, des subventions distribuées aux associations, le nettoyer, le remettre en forme, pour arriver à faire des additions, alors un peu automatiques, mais quand même des additions un peu compliquées, pour arriver à ce chiffre. Sur la ville, Violette dévoile la fin là-haut déjà. Sur la ville, c'est un peu plus simple. C'est la seule collectivité où j'ai réussi à avoir une information claire. Ça apparaît dans le budget chaque année. On sait que c'est à peu près 60 millions d'euros qui sont versés sur dossier, sur projet aux associations. Donc moi j'étais content. Je me suis dit qu'il me restait un peu de temps pour faire de l'analyse, pour essayer de regarder en détail, de reprendre mon listing, voilà, qui a beaucoup, qui a moins. Et donc j'ai été servi, parce que de la complexité, des disparités, du sens derrière les chiffres, on en a là. Voilà, quand on prend le top 50 des 50 plus grosses subventions distribuées par la ville, on arrive à 70 millions, déjà. Je ne sais pas si vous suivez. Tout à l'heure, il y avait 60 millions d'euros de subventions distribuées par la ville. Donc là, c'était un peu dur. Je me suis dit que j'avais un problème dans mes chiffres, quelque part. Et en fait, la réponse, elle est simple, elle tient en 3 lettres, DSP, Délégation de service public. C'est-à-dire que là, tout en haut, quasiment la 3e ou la 4e, vous avez la Cité de la Musique, 2,7 millions d'euros par an. Et la Cité de la Musique, en fait, elle gère un équipement municipal avec un contrat. Elle est en délégation de service public. Elle n'a pas déposé son dossier de subvention en se disant « bon, je demande 3 millions pour avoir 2 millions. Et bon, j'ai 2,5 millions, je suis contente. » Voilà. Non, la Cité de la Musique, elle correspond, elle gère un équipement municipal et avec un contrat de plusieurs années. Ça a un peu bougé ces derniers temps, mais voilà. Le numéro 1, tout en haut,
à 4,6 millions d'euros illustre aussi ce phénomène. C'est l'IFAC, un géant de l'éducation populaire. L'IFAC, on les retrouve dans les écoles, dans les maisons pour tous, gérées là encore en délégation de services publics. Donc on est sur des associations qui sont pas sur dossier. Et dans le top 50, en fait, on retrouve des crèches, on retrouve des grandes fédérations d'éducation populaire, les Hauts-Lagrange, les centres de culture ouvrière. Et on retrouve beaucoup d'associations qui finalement répondent, et on en parlera ce soir, à des missions de service public. Voilà. D'une manière ou d'une autre, elles sont dans une relation avec les collectivités, avec l'État, qui n'est pas celle de j'aimerais bien faire mes actions, est-ce que vous me donnez un petit peu... Non, c'est l'État et les collectivités qui ont des objectifs en matière de petite enfance, en matière d'insertion, et qui, à travers ces associations qu'elles vont chercher, parfois en délégation de service public, les financent. On a quand même, dans ce top 50, il ne serait pas complet sans parler de la culture, où là, on a des vrais mastodontes. Voilà, c'est tout un pan du secteur associatif, et pas que associatif, il y a aussi des structures privées. Mais on a, à 4 millions d'euros, on le distingue, le théâtre du gymnase, par exemple, et Bernardine. Et on a beaucoup de festivals, Ballet National de Marseille, le théâtre de la Criée. On a beaucoup de structures à plus d'1 million d'euros. À l'autre opposé du spectre, vous voyez que ça continue pendant très très longtemps. Là, je me suis arrêté aux associations qui bénéficient de plus de 23 000 euros. 23 000 euros, c'est le seuil à partir duquel il faut signer une convention un peu plus encadrée. Si j'avais continué, je pense qu'on serait sorti de la salle très très loin. La Chambre régionale des comptes, en 2013, sur le Conseil général et le Conseil régional, faisait la même remarque. Elle disait, mais 85% des associations ont moins de 23 000 euros. Donc 85%, ça vous amène très très loin. Voilà, il y a un éparpillement. La région gère plus de 5000 dossiers par an. Tout ça est très éparpillé. Donc la Chambre régionale des comptes trouvait que c'était très mal rangé. On pourra en discuter peut-être ce soir. Et pour finir quand même, puisque c'est quand même une grosse part du plateau, on aura donc Arlette Fructus qui est chargée de la politique de la ville, et Marie-Emmanuelle Assidon qui applique aussi la politique de la ville pour l'État. J'ai essayé de regarder ce qui se passait du côté de la politique de la ville, et je pense que je vais vous laisser le faire sur le plateau, parce que c'est... Voilà. Voilà, c'est pas beaucoup plus clair que le reste. Juste un exemple, hein, le département, le conseil départemental participe au contrat de ville, qui sont des partenariats globaux négociés sur plusieurs années, où toutes les collectivités mettent un petit peu du leur. Donc le conseil départemental donne 1,6 million pour ces contrats de ville par an. Et à côté, il a sa petite ligne de 2 millions, sa petite ligne de 2 millions par an pour la politique de la ville, qui n'est pas dans les contrats de ville, mais c'est de la politique de la ville. Alors il y a la politique de la ville et la politique de la ville. Bon, ça, sur des objectifs qui ne sont pas forcément les mêmes, on en discutera. Comment ça se répartit, est-ce qu'on rentre dans le contrat de ville, est-ce qu'on rentre à côté au département, est-ce qu'on toque à la même porte, est-ce qu'on est réorienté. Ça, c'est, je pense, ça nous introduit un petit peu sur le débat de ce soir et la complexité aussi pour le monde associatif. Et merci. Voilà, donc après cette petite étape chiffrée, je pense que vous avez l'esprit plus clair sur la situation, ou pas, l'inverse. En tout cas, ça pourra vous donner à réfléchir. Voilà, donc là, on va passer dans la partie témoignage. On a tenu à donc inviter plusieurs associations qui sont des associations qui sont sur le terrain d'action de service public, d'action d'intérêt général. On voulait vraiment passer de la petite association de quartier à l'association plus importante, qui peut être parfois dans des dynamiques qui ressemblent presque à celles de l'entreprise. Alors malheureusement on a eu un désistement, mais pour le moment je vais donc inviter sur scène Joseph Richard Cochet, Jean-Pierre Lévy et Nicolas Détry, s'il vous plaît. Oui. Allez-y, ouais, mettez-vous au milieu.
Alors donc, merci à tous les trois d'être... merci à tous les trois d'être là. Donc, plateau masculin, car nous avons eu un désistement d'une participante féminine. Donc, on devait recevoir l'association Motamo. Donc, je vais un petit peu me faire leur parole, enfin leur porte-parole. Elles ont laissé un petit texte qui résumait leur situation. Donc, elles n'ont pas pu être présentes ce soir, malheureusement, au dernier moment. L'association Motamo, c'est donc une association d'alphabétisation surtout, qui existe depuis 2011, je crois. Et donc, ce qu'elles voulaient raconter, c'était leur difficulté aujourd'hui à se situer par rapport aux politiques publiques, dans la mesure où elles font une action d'intérêt général de l'alphabétisation. Mais elles voulaient raconter un peu leurs difficultés à se glisser dans les appels d'offres, à suivre les critères qui leur sont demandés par les collectivités. Notamment, elle disait, bon, mais l'alphabétisation, nous, on a envie de pouvoir proposer nos services à tout le monde, mais si on suit ce que nous demandent les collectivités, on ne doit pas accepter certains publics, on doit en accepter certains plus que d'autres. Donc, elle tenait à expliquer cette difficulté-là. Et aussi le fait que, même en tant que petite association, elles avaient depuis longtemps recours à des fonds privés, à des fondations, mais pour pouvoir compenser les aléas de l'aide publique, mais que malheureusement, ce n'était pas pérenne et qu'on ne pouvait pas construire un modèle sur cet équilibre difficile-là. Donc voilà, je résume un petit peu leur situation, et ça nous aurait permis donc de passer en gradation d'une petite association à une moyenne et à une un peu plus grosse. Donc nous avons sur scène Joseph Richard Cochet et Jean-Pierre Lévy, qui sont de l'Union des centres sociaux, et ici Nicolas Détry de Yes We Camp. Donc on va commencer par l'Union des centres sociaux. Je vous laisse prendre le micro qui est ici. Donc pour résumer, l'Union des centres sociaux, vous allez le faire mieux que moi, hein, mais l'Union des centres sociaux chapeaute un peu les associations qui gèrent des centres sociaux indépendants et pour le coup dans les Bouches-du-Rhône. Oui, tout à fait. Bonsoir à tous et toutes. Je suis le président de l'Union des centres sociaux des Bouches-du-Rhône. C'est quoi l'Union des centres sociaux des Bouches-du-Rhône? C'est 50 associations adhérentes à l'Union, 50 associations d'habitants, c'est-à-dire conseils d'administration de centres sociaux différents. Aujourd'hui, c'est des conseils d'administration, et nous avons la particularité, fiers d'avoir cette particularité, c'est que ce sont des conseils d'administration composés uniquement d'habitants. Donc moi, je vous disais que je présidais la fédération, enfin, l'Union des centres sociaux, mais aussi je suis un administrateur de centre social des quartiers nord. Et aujourd'hui, il est de plus en plus difficile pour des bénévoles de gérer un conseil d'administration, de gérer un centre social, avec la responsabilité que ça incombe et avec les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui quand on pense qu'aujourd'hui, les centres sociaux, on nous disait toujours, il y avait des sacrés, c'était créateur d'emplois. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On nous demande, bien sûr, de faire plus avec moins. Et nous avons d'énormes difficultés. D'ailleurs, il y a certains centres sociaux qui licencient à tour de bras, c'est rien de le dire. C'est une honte. Et la suppression des subventions, des emplois aidés, etc., ne nous a pas aidés. Alors, rassurez-vous, il y a des centres sociaux qui vont bien, il y a des centres sociaux qui vont moins bien, il y a des centres sociaux qui vont peut-être vers le déclin. Et c'est ce qui nous inquiète énormément aujourd'hui. Cette baisse de subventions, cette baisse ces licenciements qu'on fait dans les centres sociaux nous amène à faire des choix à un moment donné. C'est un acte politique. Faire des choix, c'est supprimer des actions. C'est supprimer des actions pour les enfants, c'est supprimer des actions pour les jeunes, c'est supprimer des actions pour les personnes âgées. C'est tout notre public dans les centres sociaux. Et aujourd'hui, je ne vais pas être technique puisque je passerai la parole à Joseph, qui est plus à même que moi de développer les choses. Mais aujourd'hui, c'est tout simple. On nous dit moins d'argent. Faites ceci avec moins d'argent. On va être obligé de supprimer des actions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de parler, j'ai honte quand on en parle, c'est de supprimer les centres aérés. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gamins dans la rue tous les jours, tous les soirs, tous les mercredis?
Aujourd'hui, on en est là. On en est là et j'exagère pas parce que à un moment donné, c'est un secteur qui est déficitaire. Et ben, pour pouvoir tenir le coup, il va falloir supprimer les actions déficitaires. Voilà, donc tout ça pour vous dire que aujourd'hui, nous sommes particulièrement inquiets, véritablement inquiets. 50 centres sociaux, je dis bien constitués d'habitants, je me régale à le dire parce que c'est des habitants, on est une association qui est constituée uniquement d'habitants sur des bénévoles. Et aujourd'hui, on demande à ces bénévoles de gérer des conseils d'administration où ils sont obligés de prononcer des licenciements et des suppressions d'actions. Ben aujourd'hui, c'est difficile. Voilà. Pour être plus technique, je vais passer la parole à Joseph Richard Cochet et je vous remercie. Merci. Alors, donc Joseph Richard Cochet, qui est donc directeur de l'Union des centres sociaux. Je crois que ce dont vous vouliez parler notamment, c'est la difficulté de faire avec les politiques publiques. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un sujet qui est important. Alors avant, quand même, je voulais, si vous m'autorisez, vous donner quand même quelques chiffres, même si c'est pas toujours très agréable, mais on a vu que c'était souvent une bonne introduction. Nous, on vient juste de sortir une étude chiffrée qu'on a faite sur l'état de santé financière de nos adhérents, voilà, qui est sortie là en cette rentrée, sur l'année 2017. Bon, je vais faire un peu rapide, hein, mais ce que ça dit, c'est que bon, sur l'année 2017, déjà, on commence à être dans des vraies difficultés avec des centres qui sont de moins en moins bénéficiaires, voire pour certains de plus en plus déficitaires. Hein, donc déjà en 2017, on est dans le dur. Mais ce que dit surtout cette étude financière, c'est que 2018 va être beaucoup plus dur. Pourquoi ? Bon, parce qu'on le sait, on en a beaucoup parlé. Il y a le désengagement du conseil régional, du financement de la Convention 4 des centres sociaux. Donc il ne finance plus les centres sociaux. De la politique de la ville aussi, il me semble. Enfin, je pense que ça sera confirmé. Hein. En tout cas, c'est des engagements massifs, y compris sur les projets, etc. Il y a aussi la fin des emplois aidés. La fin des emplois aidés, nous, on l'a chiffré. À l'échelle de notre réseau, c'est à peu près 2 millions d'euros. Donc c'est une perte sèche. Et aujourd'hui, on a très peu de centres sociaux qui se sont mobilisés, des nouveaux dispositifs qui existent. Mais il y a aussi la fin des activités périscolaires. Moi, je ne peux pas vous le chiffrer, ça, mais c'était une source de financement, en tout cas de vie économique assez importante. Et il y a un certain nombre de dispositifs comme ça qui s'arrêtent un peu du jour au lendemain, un peu au gré de tout ça. Alors tout ça, si vous voulez, ça vient confirmer quelque chose que nous, on avait déjà pressenti. Hein. Bon là, ça nous permet de mettre des mots dessus, de mettre des chiffres. C'est pour ça qu'on s'est mobilisé fin 2017, puisque là, on avait bien vu, on en a parlé tout à l'heure, de l'arrêt des emplois aidés. On avait l'information du désengagement de la région, etc. Donc on s'est fortement mobilisé, on a manifesté, etc. Bon, ça n'a à peu près rien donné, quand même, il faut se le dire. Ben oui, c'est une réalité. Donc du coup, voilà, il y a des vraies questions qui se posent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on le voit, on le touche du doigt. Parce que là, je vous donne des chiffres, mais on est aussi, évidemment, tout le temps en réunion avec des centres. La semaine dernière, je peux vous parler d'un centre qui a fait 9 licenciements économiques. Je peux vous parler d'un autre centre qui a baissé son budget de 30%, qui est passé d'1 million d'euros à 700 000 euros et qui est toujours en déficit. Je peux vous parler d'un autre centre où il ne reste plus que 4 salariés, à Aix-en-Provence. Donc voilà, quand vous avez un gros centre social sur un territoire comme le Jas de Bouffan, c'est pas les quartiers nord de Marseille, mais c'est pas évident non plus. Quand vous avez que 4 salariés, ça devient compliqué, quoi. Et pourtant, on est encore sur des exercices toujours déficitaires. Et donc là, c'est vraiment inquiétant. L'autre sujet qui est vraiment inquiétant, c'est donc cette inquiétude financière. Et l'autre sujet qui est vraiment inquiétant, c'est le manque de visibilité. C'est-à-dire aussi, il faut quand même reconnaître quelque chose, mais ça, on peut le comprendre. On sort d'une période difficile, on sort d'une année entière, sans aucune visibilité. On avait très peu d'éléments sur les orientations gouvernementales. Il y avait des nouvelles négociations qui étaient faites avec notamment la CAF, qui est notre financeur principal. Mais il y avait aussi, notamment sur la politique de la ville ou sur les grandes orientations gouvernementales, on n'y voyait pas très clair. Donc là, depuis cet été, on va dire cet été la rentrée, il y a eu un certain nombre de textes un peu fondateurs, donc le plan banlieue, le plan pauvreté. Il y a eu la convention d'objectifs et de gestion avec la CNAF et tout ça qui sont sortis. Donc ça donne des éléments très clairs, enfin très clairs non justement, ça donne des éléments de cadrage. On voit bien qu'il y a des choses qui sont intéressantes, sur lesquelles on peut peut-être se positionner. Aujourd'hui, on attend de voir comment ça va se décliner concrètement sur les territoires. Voilà, bon, on est encore un petit peu dans cette phase d'attente. Mais ce manque de visibilité-là, il est terrible. Aujourd'hui, nous, concrètement, on a beaucoup de centres sociaux qui ne savent pas comment ils vont construire leur budget 2019. C'est dans 3 mois. Parce qu'on ne sait pas vraiment, du coup, à quelle sauce on va être mangé. C'est ce que vous disiez tout à l'heure.
on a quand même cette posture qui est un peu particulière où on n'est pas dans une mission de service public. Hein. Moi, je reprends ça. On n'est pas dans une mission de service public. Un centre social, c'est un agrément de la CAF qui part d'un projet de territoire. Mais néanmoins, sur un certain nombre de choses, on répond quand même à des préoccupations de politique publique qui s'appuient sur nous pour le faire sur un certain nombre de territoires. Et donc là, ce manque de visibilité-là, c'est très compliqué, quoi. Du coup, on sait pas trop où on va. C'est vrai qu'on l'avait vu à un sujet qu'on avait couvert avec Mars Actu, c'était la fin du plan Héros pour Marseille, où notamment il y avait eu la mobilisation de l'Union des centres sociaux, où on avait ces financements qui couraient sur 3 ans pour la jeunesse, il me semble, et un beau matin, tout le monde se réveille, se dit bon, les 3 ans sont finis, et vous, pour le coup, dans les centres sociaux, vous vous êtes dit bon, et maintenant ? Oui, alors le plan Héros, c'est intéressant parce que en fait, là, pour le coup, on avait une mesure qui avait été posée et qui donnait quand même un petit peu les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire que, bon, pour le resituer rapidement, hein, c'était quand Jean-Marc Ayrault était Premier ministre, donc au début du mandat de François Hollande, il est arrivé sur Marseille et il a mis en place un plan, on va dire de remise à niveau de la ville. Enfin, on peut discuter sur les termes, mais enfin, il y avait plein d'aspects, y compris d'infrastructures, etc. Il y avait un aspect spécifique jeunesse et qui disait voilà, à un moment donné, sur ces quartiers-là, on ne pourra pas avancer si on ne mise pas sur de la jeunesse avec des animateurs qualifiés, des gens formés sur du long terme, qui vont créer des relations de confiance, des choses approfondies avec les jeunes. Et donc il y a eu des sous qui ont été mis sur la table. Et pour le coup, là, on était sur des financements assez conséquents. Disons, les projets étaient financés, quoi. Et c'est vrai que, bon, après, voilà, vous connaissez la vie politique, ça a fait que bouger. Et quand on est arrivé à la fin, donc c'était 3 ans, quand on est arrivé à la fin du pacte jeunesse, Jean-Marc Ayrault était plus du tout Premier ministre, on était parti complètement sur autre chose. On était juste après ou juste avant les élections, je ne sais plus. Mais en tout cas, rien ne venait prendre le relais de ça. Donc on s'est retrouvé avec des centres qui ont dû faire des licenciements économiques sur des animateurs jeunesse qui avaient 3 ans d'ancienneté, qui avaient fait un travail de fond avec les jeunes du quartier, créé des relations de confiance, et tout d'un coup, hop, ils s'envolent dans la nature. Et ça, c'est vraiment dommageable. Et en même temps, c'est de la responsabilité. C'est difficile de pointer quelqu'un du doigt en disant « Ah oui, c'est de la faute de telle ou telle institution ». Mais c'est vrai qu'on subit un peu ces choses-là. Et du coup, ça me fait revenir sur ce que vous m'avez lancé tout à l'heure et sur quelque chose dont on voulait parler. C'est vrai que c'est cette difficulté de subir les choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous répondez à des besoins de politique publique. Tant que vous y répondez, ça va bien. Puis un jour, la politique publique, elle change. Il faut être très réactif. Mais on n'a aucune prise là-dessus. Et c'est vrai que c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans un temps comme aujourd'hui, je pense que, moi, il me semble qu'il y aura une vraie appétence des acteurs de terrain, une vraie envie de participer à ces questions-là. On parle de participation des habitants dans toutes les politiques publiques aujourd'hui. Pourtant, franchement, on n'y est pas trop. Enfin, en tout cas, nous, dans notre secteur, c'est évident. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu de ce côté-là. Moi, je peux vous donner un exemple, sans vouloir montrer du doigt telle ou telle collectivité, hein, parce qu'en plus, c'est des logiques de service, mais la ville de Marseille, récemment, elle a arrêté le financement d'un dispositif qui s'appelait Coup de pouce, qui est de l'accompagnement scolaire. Et donc, nous, on avait des centres sociaux qui étaient très investis sur le dispositif Coup de pouce, qui a plus de 20 ans. Ce dispositif, il a été construit, co-construit, avec des chercheurs, avec les collectivités, etc. C'était un dispositif qui était très intéressant, mais sur ces dernières années, c'est vrai qu'il pêchait un peu, parce que, on manquait un peu de besoins, peut-être sur le terrain, il y avait des choses à améliorer, etc. On n'a jamais réussi à avoir un espace de discussion avec la ville sur comment améliorer ce dispositif-là. Et je peux vous donner un exemple d'un centre qui adhère chez nous, le centre social Saint-Gabriel. Il arrête. Donc là, on a appris en mai qu'en septembre, fin mai, que début septembre, le dispositif s'arrêtait, que maintenant on allait transférer vers des profs, et que c'est les profs qui allaient faire de l'accompagnement scolaire. Nous, on sait, parce qu'on voit bien sur les territoires, on connaît les profs, on a l'habitude de travailler avec les écoles, ça va être très peu suivi. Donc concrètement, sur un quartier comme celui de Saint-Gabriel, c'est 160 gamins qui étaient suivis dans le cadre du dispositif Coup de pouce, qui aujourd'hui ne seront pas suivis, ou peut-être très à la marge. Et au passage, c'est pas le plus important, on est bien d'accord, mais quand même, au passage, c'est 80 000 € qui sont perdus pour le centre social Saint-Gabriel, plus des licenciements économiques que personne n'a chiffrés. Et ça, c'est dommage, parce qu'à aucun moment, il y a eu un espace de discussion, de co-construction. On s'est dit, bon, ce dispositif-là, il était valable il y a 20 ans. Aujourd'hui, on a un petit peu plus de mal. Comment est-ce qu'on peut travailler? Quels sont nos marges? Et nous, on est prêts. Je pense que il faut
peut-être que quand on s'est mobilisé, qu'on a manifesté, on a renvoyé quelque chose qui reflétait pas forcément ce qu'on voulait dire. Je peux le comprendre, où on était très revendicatif. En vérité, je pense que les acteurs de terrain, en tout cas dans les centres sociaux, c'est clair, ils sont prêts à écouter aussi les problématiques qui sont celles des politiques publiques, les impératifs, les enjeux, les manques de moyens, tout ça. Mais il faut qu'on ait des espaces pour discuter de ça. Pour dire, oui, ben nous, ok, très bien, vous avez moins de moyens, vous nous demandez de faire plus avec moins. On peut discuter de ça. Nous, on peut entendre qu'il faut faire moins. Et pourtant, sur les territoires, les besoins, ils sont énormes. Mais ces espaces-là, ils n'existent pas. Et donc, du coup, on subit. On nous dit, bah là, maintenant, ça sera ça. Boum, le plan pauvreté, il faut aller sur la petite enfance. Ça, maintenant, c'est ça. Ça, on arrête. Bon, ça c'est vraiment très compliqué, quoi. Donc voilà, c'est vraiment ça l'état d'esprit difficile par rapport à ça. Et peut-être pour conclure sur votre intervention, il y a aussi une dimension qui émerge, il me semble, c'est la question de la mise en concurrence des associations aussi. Alors on l'a vu récemment sur les Maisons pour tous à Marseille, donc c'est un champ un tout petit peu différent du vôtre, mais vous avez des adhérents, je crois, qui sont concernés. On a donc des associations qui se retrouvent à être en concurrence sur des appels à projets et certaines qui tombent de la carte au gré d'un arbitrage. Oui, c'est compliqué. Alors moi, je suis pas, je vous le dis très sincèrement, je suis pas hyper à l'aise pour répondre à ça, parce que nous, traditionnellement, depuis très longtemps, on répond pas à ces délégations de services publics. Après, bon, la réalité étant ce qu'elle est, c'est pas évident. On a des adhérents qui ont répondu aux délégations de services publics et qui en ont obtenu. Donc forcément, c'est en train de changer ces questions-là. Maintenant, c'est quand même pas évident. Il faut bien comprendre, c'est peut-être un peu technique ce que je vais dire, mais en même temps, c'est aussi très politique. C'est-à-dire, c'est pas évident aujourd'hui de compiler un agrément centre social qui est donné par la CAF, qui vient valider un projet de territoire porté par des habitants, et une délégation de service public qui est une commande pour répondre à un besoin, ou en tout cas une politique publique telle qu'elle a été définie par la force publique. Et du coup, là, vous avez une espèce de contradiction. Alors forcément, les acteurs, si vous voulez, dans la pénurie, bah, ils y vont, quoi. Ils y vont parce que, bon, d'abord, je pense que sur un certain nombre de territoires, bientôt, on n'aura plus le choix. Hein. Clairement, on a des associations d'habitants qui portent des centres sociaux depuis 30 ans, à qui on va construire un nouveau centre, et sur lequel il y aura une DSP. Et s'ils ne veulent pas y répondre, ils n'y répondent pas, mais il y a quelqu'un qui y répondra à leur place. Et puis même s'ils y répondent, il y aura aussi quelqu'un qui y répondra. Donc ça veut dire que oui, on est mis en concurrence. Et donc, bah là, après, c'est un vaste débat. Ça pose la question sur quels critères on est mis en concurrence. Qu'est-ce qu'on attend de ces opérateurs-là qui vont intervenir sur les quartiers? Est-ce qu'on est sur de la prestation? Est-ce qu'on est sur de l'activité? Est-ce qu'on va prendre en compte le travail de fond, la petite broderie fine qui est faite par les associations de quartier tout au long de ces années? Comment on va la qualifier? Comment on va la mettre en balance avec des opérateurs qui viennent de l'extérieur et qui ont des discours hyper séduisants et qui travaillent peut-être très très bien, mais qui n'ont pas quand même, je dirais, cette expertise de territoire? Bon, est-ce que cette expertise de territoire, aujourd'hui, elle va être valorisée dans ces mises en concurrence? Et de quelle manière? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est une vraie question. Merci. La transition n'est pas forcément facile. Donc la transition est pas forcément simple. On passe à l'association Yes We Camp, qui est donc une association, et avec Nicolas Détry, donc association qui date de 2013 et qui, pour le coup, depuis 2013, connaît une expansion quasi permanente avec aujourd'hui 70 salariés, donc sur un modèle complètement différent que je vous laisse présenter. Merci. Je ne sais pas si c'est l'effet de la scène, mais j'ai la voix un peu chamboulée. Effectivement, il y aurait une forme de facilité à nous, dans cette succession de discours, à faire de nous une sorte de contre-modèle à ces acteurs associatifs. Et enfin, c'est clairement une lecture à laquelle nous ne souscrivons pas. Donc, pardon, moi c'est Nicolas Détry, je représente le collectif, l'association Yes We Camp, et merci beaucoup au Théâtre de l'Œuvre à Mars Actu de nous proposer d'intervenir dans ce débat. On intervient souvent plutôt sur des sujets d'urbanisme transitoire, de démarche collaborative ou pour parler de nos projets, mais finalement assez rarement pour parler de nous et de notre positionnement sociétal. Donc si j'essaye de nous décrire, de nous faire un portrait en 3-4 adjectifs,
D'abord, c'est de dire que nous sommes une structure jeune, donc effectivement qui n'a que 5 ans par rapport à un certain nombre d'acteurs dans la salle, j'imagine ici, et puis qui se reconnaissent dans ces jeunes. Et on est aussi, la moyenne d'âge en Yeswicamp, c'est moins de 30 ans, donc c'est aussi des personnes jeunes. Il y a d'ailleurs davantage féminines que masculines aujourd'hui dans la composition. Et on est né de manière assez spontanée, hors cadre institutionnel, comme une émergence de la société civile. Et on est effectivement une association loi 1901, c'est un statut auquel on tient beaucoup, parce qu'il nous permet que tout ce que nous produisons n'appartienne à personne. C'est avant tout ça pour nous, dans le choix du statut associatif. On s'est posé la question d'être en coopérative, mais on est attaché à cette non-possession, à cette non-propriété. Donc plus davantage à la liberté d'association et d'action. Jeune, libre, et un troisième trait de caractère, c'est une forme de pragmatisme très fort. On a construit notre métier, notre méthode au contact, au fil de nos projets, au contact toujours de la réalité de terrain, des terrains sur lesquels on s'est trouvé engagé. Notre métier, pour le dire, notre métier c'est d'activer des espaces. Donc il y a une dimension narrative et partenariale très forte, puisqu'on arrive toujours comme des personnes extérieures sur un territoire déjà constitué avec des acteurs. Mais après, c'est aussi très concret. Enfin, sur un terrain vague, il faut mettre de l'eau et de l'électricité, il faut construire une base vie, il faut construire un atelier, accueillir des personnes, organiser une programmation, accueillir de nouvelles personnes, mobiliser la gouvernance. Donc c'est vraiment un travail de terrain de chaque jour, du matin jusque tard le soir, souvent. Et dans ce pragmatisme qu'on a cultivé au quotidien, on le nourrit aussi par rapport aux enjeux de financement sur nos différents projets. Le premier étant le camping de l'Estac à Marseille, quand c'était la capitale de la culture. On a demandé des financements publics ou privés, mais souvent on les a pas eu. Nos projets, ils étaient trop flous, ils avaient une part de... on s'engageait pas sur des bénéficiaires, enfin on faisait certainement pas les choses comme il le fallait. En tout cas, on n'a pas eu ces financements. Mais la volonté de faire ces projets était telle qu'on tenait bon, et on s'est initié à d'autres métiers. Des banques ou une collectivité, on doit avoir un projet sur lequel on pourra être financé. Celui et les seuls qui ne demandent pas un projet sur lequel être financé, mais qui le vivent, qui viennent, c'est l'économie marchande. Donc on a que ce soit l'hébergement de plein air, la restauration, la programmation culturelle, la buvette, c'est des métiers qu'on a appris. Puis ensuite réaliser des prestations de conseil ou des commandes souvent publiques pour des constructions ou des interventions artistiques. Si on tient bon, là on est en 2018, on a 5 ans, et l'équipe qui s'est formée en 2013 est encore là, c'est parce que je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'inspiration. Enfin, c'est notre manière, une forme d'engagement assez naturelle, je pense que dans l'équipe on se sent tous à notre juste place dans notre rapport au monde. Ce rapport au monde, on sait profondément qu'il y a des changements assez radicaux à faire, et on ne croit pas trop à ce qu'il puisse venir de la technologie ou même de la réglementation. Pour nous, l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à être plus efficace en tant que tribu humaine, en tant qu'être humain vivant au même endroit, d'être plus capable, ensemble, de gérer un certain nombre de tâches quotidiennes, de se nourrir, de construire, d'éduquer, de prendre soin des plus faibles. Et en fait, ce qu'on voit à chaque fois, et ce qu'on ressent, c'est que la matière première de cette action, c'est la volonté de chacun, c'est l'envie de s'exposer, elle existe. Enfin, on voit bien, enfin, on le vit, ou peut-être pas tout le monde, mais probablement, il y a au fond de chacun la possibilité, la disponibilité pour s'exposer davantage, pour apprendre, pour aider, pour aller à la rencontre de ce qu'on ne connaît pas. Mais au quotidien, aujourd'hui, l'organisation de notre société telle qu'elle existe, elle le permet mal. C'est assez difficile aujourd'hui d'interagir avec son voisin, de s'exposer à de l'inconnu, on a peur du jugement, on a l'impression qu'on ne sait pas faire, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de faire. Il y a un discours comme ça d'impuissance qui plane au-dessus de nos têtes. Et finalement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des espaces bien définis. On nous passe des espaces vacants, souvent gratuitement. Et pendant ce temps-là, dans cet espace-là, on essaye que ce soit un espace où on fait tomber ces sentiments de défiance et d'impuissance, où on sort d'une forme de passivité.
toujours les ingrédients, c'est de mettre des choses différentes au même endroit, donc des gens différents, des fonctions différentes. Et après, on a plusieurs techniques pour essayer de créer du lien et on regarde ce qui se passe. C'est toujours très contextuel. Et du coup, très concrètement, vous fonctionnez sur des projets avant tout, et enfin, des projets, on va dire, souvent limités dans le temps. Quel est votre modèle de financement? Parce que là, c'est là où vous êtes particulièrement inventif, il me semble. Effectivement, on travaille sur des projets, mais après, je pense que notre force jusqu'à maintenant, et ça changera peut-être, on va peut-être se structurer différemment pour la suite, mais c'est d'être resté une seule structure et d'avoir mélangé différents modèles économiques et de grossir petit à petit. Pendant longtemps, on n'était pas salarié, enfin, on s'est salarié que depuis 2 ans et demi. Mais une personne qui travaille, après, on a été dans d'autres villes, qui travaille dans une autre ville, elle peut ensuite aller à Marseille quand on a besoin d'aide, enfin, d'être comme ça, très mobile. Et notre budget aujourd'hui, encore aujourd'hui, enfin, ou jusqu'à l'année dernière, en tout cas, c'était surtout des recettes marchandes. Et ce qui n'est pas quelque chose de souhaitable, c'est pour ça que c'est pas du tout, c'est très spécifique, c'est pas c'est pas un modèle de croissance qu'on souhaite à d'autres personnes, c'est un peu notre histoire. C'est celle d'une expérimentation et la trans. Quand il y avait moins d'argent, par exemple, on s'est auto-baissé les salaires et c'est pas du tout quelque chose qui doit faire modèle. Mais c'est notre liberté d'engagement en tant que groupe, en tant qu'association qu'on a cultivé de cette manière. Et la transposition en termes de modèle économique et organisationnel de cette attitude globale de ce rapport au monde, c'est d'avoir une structure très très adaptable, réactive. On n'a pas de gouvernance extérieure, on prend nos décisions nous-mêmes, il n'y a pas de président. Et on est capable de prendre... on a une attitude entrepreneuriale forte. Là aussi, je ne suis pas sûr qu'il y ait des duplications à faire et on a ce choix d'une frugalité assez importante de nos modes de vie, des rémunérations notamment, pour toujours garder de la capacité à engager des nouveaux projets. Et concrètement, sur les financements publics, c'est quelle part de vos projets? Jusqu'à maintenant, c'était moins de 5% de tout notre volume financier. Après, attention, enfin... Il y a des subventions, on en a eu peu, on en a eu que pour notre projet Caravanade que certains peut-être connaissent ici, où on fait des actions citoyennes. Enfin, on vient aider des initiatives locales avec nos savoir-faire, on a un peu des outils mobiles, des caravanes, et on vient aider. Mais après, on s'est souvent construit... les prestations qu'on a fait, que ce soit pour du conseil ou des interventions artistiques, les maîtres d'ouvrage, le commanditaire, il était public souvent. Donc c'est aussi de l'argent public. Et le projet des Grands Voisins que vous connaissez peut-être à Paris, où on a occupé un ancien hôpital depuis 3 ans maintenant, il y a des foyers, il y a eu jusqu'à 800 personnes réputées indésirables, enfin des réfugiés, des anciens sans-abri qui étaient hébergés là, des 250 structures installées, enfin c'est le modèle qui nous a inspiré pour le projet Coco Velten, dont je dirai un petit mot peut-être après. C'est un projet pour lequel nous n'avons pas reçu de financement public. C'est plutôt une anomalie. Quand on a des maires qui viennent nous voir et qui nous disent « Tiens, on voudrait ça dans notre ville », on leur dit que ce modèle sans financement n'est pas une bonne manière de procéder. Il ne faut pas souhaiter comme ça un désengagement de l'opérateur, de l'initiative publique. Et de toute façon, c'est faux de dire que c'est un projet qui se fait sans argent public, parce que l'hébergement d'urgence, il est fait avec de l'argent public. Sur les 250 structures qui sont installées aux Grands Voisins et qui payent une sorte de loyer de contribution aux charges, il y en a beaucoup qui reçoivent aussi des financements publics, donc on est un lieu de l'action publique. Peut-être sur notre débat, donc c'est un peu des éléments de témoignage. Hein, peut-être 3 choses, nous, qui en mode opératoire nous semblent très structurantes, en tout cas dans des projets dans lesquels on a envie de s'appliquer, parce on refuse beaucoup de projets, on n'a pas envie de travailler avec des promoteurs, on n'a pas envie de il y a quelque chose autour des alliances et des partenariats. Tous nos projets sont fondés sur des partenariats. C'est toujours difficile parce qu'il y a des cultures différentes qui s'affrontent. Enfin, je peux citer plusieurs exemples. Au Grand Voisin, c'est l'association Aurore qui s'occupe des foyers. C'est une association qui a 120 ans, qui est vraiment en délégation de service public, qui est très réactive pour ouvrir un bâtiment et accueillir des personnes vulnérables, mais qui n'a pas vraiment une logique de projet telle que nous, avec du risque entrepreneurial. Et c'était vraiment des cultures différentes. Et notre manière d'être présent au contact de leurs hébergés, ça a bousculé, ça a chamboulé les travailleurs sociaux. Ça a été assez long
de créer une relation où on travaille bien ensemble. Aujourd'hui, c'est le cas. Ils viennent d'ouvrir un centre d'accueil de migrants, de primo-arrivants dans le 16e arrondissement à Paris. On le fait avec eux. Un autre exemple à Venise, où on fait partie d'un groupe qui est présenté à la Biennale d'architecture, et on s'est dit que ça valait la peine d'ouvrir un lieu en dehors de la Biennale, en dehors de cet espace où il faut payer 25 € et où on n'a pas le droit de faire grand-chose. Et avec des Italiens, on a activé une ancienne caserne militaire pour 6 mois, juste pour en faire un lieu de résidence qui du coup va bientôt arriver à sa fin. Mais depuis 6 mois, on a mis l'eau, l'électricité, il y a 80 places d'hébergement, il y a eu du monde tout le temps. Les Italiens avec qui on a fait ça, c'est des personnes qui viennent du squat et qui au final ne nous ont jamais fait confiance, même 6 mois après. Mais on a quand même fait ça ensemble. Depuis 6 mois c'est ouvert, depuis 6 mois ça fonctionne. Je suis pas sûr qu'on refasse des projets ensemble, c'est pas très grave, mais dans l'action commune, enfin, on croit souvent que le préalable à agir, ça va être, souvent il va être financier ou va être de l'ordre du cadre juridique, mais c'est souvent aussi de se dire, on doit être en partenariat avec des gens, on doit d'abord se connaître, on doit d'abord se faire confiance. En fait, sur cette expérience, non. On ne se connaissait pas. Le timing, fallait ouvrir pour l'inauguration de la Biennale parce qu'il y avait, donc ça nous a forcé à aller très vite. C'était un peu brutal, mais à la fin, ça existait. Et le projet Foresta que vous connaissez peut-être à Marseille aussi, sur les terrains de la coulée verte, on est sur un terrain qui appartient à un privé. Là aussi, c'est très difficile pour nous de nous positionner. C'est beaucoup plus simple de travailler avec un propriétaire public, et on voit bien qu'on n'a pas les mêmes références, les mêmes univers. Mais n'empêche que ce projet il est en train d'exister. On est en train en ce moment même de mettre l'eau et l'électricité sur le site pour accueillir des projets. Donc les alliances. Après, il y a un autre triptyque qui nous paraît indispensable dans la manière de faire des projets aujourd'hui. C'est le public-privé participatif. C'est les trois en fait. Et le projet Coco Velten, donc où il est intéressant pour ça, c'est le bâtiment sur l'îlot Velten de l'ancienne Dirmed, il y a 4000 m², c'est un bâtiment en bon état que l'État a quitté, que la ville de Marseille rachète. Mais entre-temps, ils ne sont pas d'accord sur le prix, donc il y a un moment de 3 ans au moins d'inoccupation, donc que l'État nous a proposé d'investir. Donc on est bien sur une initiative publique, avec cette mise à disposition du bâtiment qui est corrélé à des objectifs sociaux, mais sans que ce soit une délégation de service public, parce que le risque, le portage, il est assuré par nous, un opérateur privé, on est une association, mais on est privé, on est indépendant, qui est aussi basé sur une économie locale assez forte. Il y aura plusieurs structures intégrées dedans, et on souhaite qu'il y ait de l'artisanat, du travail, des services, de la restauration, de l'activité culturelle, et ça reposera aussi sur une participation très forte, déjà de tous ceux qui vont être dans le projet, et aussi une invitation à la participation du quartier, parce que de toute façon c'est des projets qui durent 3 ans. L'histoire d'un quartier c'est beaucoup plus long, donc c'est vraiment des moments d'accélération. Peut-être une dernière chose. Et c'est à ce moment-là que vous travaillez avec les associations plus traditionnelles aussi? Oui, c'est à ce moment-là, mais c'est au début, c'est à la fin, quand on travaille avec l'ESA, c'est une association très traditionnelle depuis longtemps. Enfin, pour nous en tout cas, ce qui va compter, ce qui nous paraît déterminant, c'est une forme d'acceptation de perte de contrôle. Et c'est vrai de l'État, mais c'est vrai, je pense, des entreprises aujourd'hui, c'est vrai de la posture du chef de famille. Il y a en tout cas cette logique où quelqu'un sait mieux que les autres et décide pour les autres. Je pense qu'elle ne va pas nous aider à changer radicalement le système dans lequel on est. Donc ça veut dire que c'est ce qui s'appelle la co-construction, mais quand on fait de la co-construction, en fait, on accepte de lâcher prise en vrai sur des parties, et que le projet ou le territoire de compétences ou de pouvoir qu'on avait, on en lâche en vrai une partie, et que ça puisse devenir différent. Donc on n'est plus dans cette ligne de décision qui crée de la DSP et cette place que structurellement qu'on se laisse, nous déjà en interne de Yes We Camp, qu'on a laissé sur tous nos projets. C'est aussi cette place-là qu'on souhaite disponible pour l'ensemble du quartier sur le projet Coco Velten. Et alors, pour conclure très rapidement, est-ce que vous avez le nouveau modèle de l'association à vos yeux? Participatif, privé et public. D'accord. Mais alors, juste pour reprendre un petit peu des éléments qu'on avait discutés aussi avant, ce que vous disiez un petit peu en pointillé aussi, c'est que pour vous, c'est pas non plus, toutes les associations ne doivent pas faire pareil. C'est difficile pour nous de le dire. Enfin, nous, on apporte avec ces traits de caractère que j'ai dit au début, c'est ce qu'on apporte, c'est ce qu'on met sur la table.
Mais après, il y a toute une chaîne d'acteurs qui est mise en place. Il y a ceux qui sont là depuis plus longtemps. Il y a ceux qui ont une approche avec d'autres métiers. Appréhension de ces questions-là par silo, je pense que pareil, elle est vouée à ne pas être juste. L'approche d'écologie systémique, elle est structurante pour nous. Et il faut se poser cette question, que ce soit sur les associations, si elles font de l'éducation, si elles font du soin aux personnes, si elles font de l'accompagnement vers l'emploi. Il faut vraiment la regarder d'une manière globale de notre écologie d'être humain dans les milieux dans lesquels on vit. Merci beaucoup. Voilà, donc on a fini ce petit tour de témoignages avec, vous l'avez constaté, 2 expériences extrêmement différentes. Je vous remercie tous les 3. On va donc passer à la 2e ou 3e partie de cette soirée. Merci beaucoup. Et donc, on va accueillir sur scène Madame la préfète déléguée, Madame Arlette Fructus, Samia Chabani et Monsieur Boual. Merci. Alors, allez-y. Je vous laisse vous installer peut-être ici.